Bienvenue, écoutez attentivement. Ceci est un message d'avertissement de ceux qui est sur le point d'arriver. L'humanité est fascinée par les pronostics de ceux qu'on appelle faussement scientifiques, qui ne font que la gaver de mensonges, défigurant la vérité. Nous allons parler d'Hercolubus ou planète rouge, qui s'en vient vers la Terre. Les scientifiques, selon leur dire, l'ont déjà même pesé. Quelle a tant de tonnes est-elle diamètre? Comme s'il s'agissait d'un jouet pour enfants. Mais ce n'est pas comme ça. Hercolubus ou planète rouge est 5 ou 6 fois plus grande que Jupiter. C'est un géant énorme, que rien ne peut arrêter ou dévier. Les terriens croient que c'est un jouet, mais en réalité c'est le début de la fin de la planète Terre. Ce moment est arrivé. Les autres mondes de notre système solaire savent cela et il y a chez eux le véhément désir de nous apporter leur aide afin d'éviter le cataclysme. Mais personne ne pourra l'arrêter, car c'est le châtiment que nous méritons. Pour en finir avec autant de méchanceté, je fais savoir qu'Hercolubus est une création. Comme notre monde, elle a son humanité qui y habite, aussi perverse que celle d'ici. Chaque planète, chaque monde, a son humanité. Que ces messieurs les scientifiques n'aillent pas croire qu'ils vont pouvoir attaquer cette planète et la désintégrer, car là-bas aussi ils ont leurs armes. Et ils peuvent répondre et nous faire disparaître d'un moment à l'autre. Si jamais ils les attaquent, ils vont se défendre et la fin sera beaucoup plus rapide. Il se trouve que dans le va-et-vient de la vie, tout retourne à son début ou à sa fin. Dans le continent Atlante, la même chose s'est produite, mais avec moins d'intensité. Cependant, dans ce retour des événements, notre planète ne supportera même pas qu'Hercolubus passe très près de nous, sans voler en éclats. Ceux-ci, messieurs les scientifiques, l'ignorent, car ils se croient très puissants avec leurs armes, capables de détruire un géant semblable. Mais ils se trompent lourdement. Ce qui va se passer dans peu de temps, c'est la désintégration de la fameuse tour de Babel qu'ils ont construite. Ils l'ont déjà terminée et maintenant les conséquences négatives arrivent pour toute l'humanité. Ceci, les scientifiques peuvent le nier avec leur théorie, comme ils sont en train de le faire et comme ils l'ont déjà fait, ils défigurent la vérité. Rien que par orgueil, vanité et désir de pouvoir. Ils riront comme des ânes qui braient, car ils sont incapables de mesurer les conséquences de ce qu'ils ont fait. Ils ont infesté la planète de bombes atomiques pour s'en emparer, sans tenir compte qu'il existe Dieu et sa justice, qui écrasera tout. Aux bêtes, on ne peut pas leur parler de Dieu, parce qu'elles braient et elles nient son existence. Par leurs actes, elles se prennent pour les dieux. Mais ce n'est pas comme ça. Ces fausses puissances, comme on les appelle maintenant, seront en ruine aussi bien économiquement que moralement, car l'argent disparaîtra d'ici très peu de temps et la faim et la misère en finiront avec elles. Elles ne supporteront pas d'être secouées et seront pétrifiées de peur et de terreur. Là elles vont se rendre compte, véritablement, qu'il existe la justice divine pour châtier la perversité. Ce qui se passe actuellement, que tout le monde est occupé à chercher de l'argent à tout prix, c'est exactement ce qui s'est passé dans l'Atlantide. Le dieu de cette époque était l'argent, que les religions illustrent comme un veau d'or. De la même manière, à cette époque-ci, l'argent est le dieu et les gens se trompent totalement. Les riches, qui maintenant hurlent tellement de pouvoir, seront les plus malheureux, car ils ne pourront rien faire avec leur grande quantité d'argent, s'il n'y a personne pour leur vendre ni pour leur acheter quoi que ce soit. Ils se mettront à genoux et pleureront en mendiant un plat de nourriture, et ils hurleront comme des chiens. Lorsqu'Hercolubus se rapprochera davantage de la Terre, au point de former une paire avec le Soleil, des épidémies mortelles commenceront à se répandre sur toute la planète. Les médecins, ou la science officielle, ne sauront pas de quel type de maladie il s'agit ni comment elles se soignent. Ils seront désarmés face aux épidémies. La vie, sur notre planète commencera à disparaître et c'est alors que l'humanité devra manger les cadavres de ses semblables, à cause de la faim accablante et de la chaleur insupportable. Arrivera le moment de la tragédie, de l'obscurité. Secousses, tremblements de terre, raz de marée. Les êtres humains se déséquilibreront mentalement du fait de ne pouvoir ni manger ni dormir, et en voyant le danger, ils se lanceront dans le précipice, en masse, complètement fous. Cette race va disparaître. Il ne restera pas de vie sur la planète et la Terre s'enfoncera dans l'océan, car l'humanité a atteint la perversité la plus grande,
Et qu'elle veut maintenant faire. Passer le mal à d'autres planètes et ceci, on ne va pas le lui permettre. Les scientifiques et le monde entier sont pris de panique, et ce, sans que la destruction ne soit encore commencée. Cependant, la crainte de Dieu n'existe chez aucun terrien. Ils se croient maîtres et seigneurs de la vie, qu'ils sont puissants, mais ils vont voir maintenant que oui, il y a une justice divine, qui nous juge selon nos œuvres. Ce que j'affirme dans ce livre est une prophétie à très court terme, parce que la fin de la planète est un fait pour moi, je la connais. Je ne suis pas en train de faire peur, mais en train de prévenir, car je suis angoissé pour cette pauvre humanité. Les faits ne se font pas attendre et il n'y a pas de temps à perdre dans des choses illusoires. Chapitre 2. Les essais atomiques et l'océan. Nous sommes dans un cul-de-sac. Nous venons de parler d'Hercolubus, plutôt de façon superficielle, sans trop approfondir pour ne pas effrayer, pour ne pas alarmer les gens. Voyons maintenant un autre danger mortel et destructif, que personne ne pourra arrêter. Ce sont les essais atomiques dans l'océan. Il y a de grandes crevasses le long de la mer, très profondes, qui entrent déjà en contact avec le feu de l'intérieur de la Terre. Cela est dû, précisément, aux essais atomiques que les scientifiques et les grandes puissances, qui se croient de grandes puissances, sont en train de faire. Ils ne mesurent pas les conséquences des barbaries qu'ils ont commis et qu'ils sont en train de commettre contre la planète et contre l'humanité. Le feu de la Terre a déjà commencé à faire contact avec l'eau, ce qui provoque les cyclones que nous connaissons. Les messieurs nord-américains appellent cela le phénomène El Niño. Ce n'est pas El Niño, c'est le contact du feu de la Terre avec l'eau, qui est en train de se répandre dans l'océan. Avec l'accroissement des crevasses, surgiront des raz de marée, des tremblements de terre, des choses épouvantables dans l'eau et sur la terre. Il ne restera aucune ville côtière qui ne soit rasée. Alors, commencera l'enfoncement de notre planète dans l'océan, car l'axe de la Terre est déjà déplacé à cause de tous les essais qu'ils sont en train de faire. L'axe de la Terre est déjà hors de sa position, et avec des secousses, des tremblements de terre, des raz de marée, il finira par lâcher, et alors viendra l'enfoncement. N'allez pas croire, cher lecteur, que la planète va s'enfoncer d'un coup. C'est un processus long, lent, angoissant et douloureux que l'humanité devra subir. Elle s'enfoncera dans l'océan par morceaux, jusqu'à ce qu'elle arrive à sa fin. Ces messieurs les scientifiques ne calculent pas les atrocités qu'ils ont commises contre la création, car ils seront victimes de leur propre invention. Il existe déjà des monstres, des bêtes sauvages au fond de la mer, qui se sont nourris d'énergie atomique. Le réchauffement des eaux les fera sortir à la recherche d'un refuge. Elles arriveront aux villes côtières et dévasteront tout, maisons, édifices, embarcations et gens, car ces bêtes sauvages, qui ont été engendrées avec de l'énergie atomique, sont atomiques. Par conséquent, les balles tridimensionnelles n'auront pour effet que de les rendre encore plus furieuses. Ce que je dis là, arrivera à court terme. Et ceci ne s'arrête pas là. Du bouillonnement des eaux de la mer avec le feu de la terre, surgira une vapeur impressionnante, les avions ne pourront plus voler, ni les bateaux naviguer. Ces vapeurs couvriront le soleil, l'obscurité totale arrivera et la vie de notre planète s'éteindra. Je vous conseille, aimable lecteur, de demeurer où vous êtes, car il n'y a nulle part où aller. Ces messieurs les scientifiques ignorent toutes ces conséquences qu'ils ont provoquées avec leur explosion atomique, leurs essais dans l'océan. Ainsi donc, aussi savants soient-ils, ce sont des ignorants, des bêtes sauvages, à qui il n'importe pas d'inventer des engins pour détruire l'humanité et se détruire eux-mêmes. L'énergie atomique a contaminé la mer entière et les animaux qui y habitent. Il est logique qu'en nous nourrissant de poissons ou avec certains animaux marins, nous contaminons notre organisme. Il est conseillé de ne pas en manger. La mer, étant un corps vivant, inhale et exhale. En exhalant, elle contamine l'oxygène que nous respirons, et toute la végétation. Viendra l'altération des organismes humains, et alors des enfants monstrueux naîtront, à cause de cette contamination générale, ce qui alarmera le monde entier. En regardant notre planète depuis d'autres dimensions supérieures, là-bas, elle a disparu. Ce que nous voyons, c'est un bourbier de couleur jaune, comme si on faisait bouillir dans un récipient un peu de terre avec de l'eau.
On ne voit aucune espèce de vie, ni végétale, ni animale, ni humaine. Tout est mort. Il ne manque plus que cela se cristallise dans la troisième dimension ou monde physique, et la vie commencera à disparaître de la carte, car tout vient d'en haut vers le bas. Les scientifiques, les intellectuels, riront à gorge déployée de ce que je dis ici, comme un âne en train de braire, mais lorsque le moment arrivera, ils seront les plus lâches. Ils pleureront sans savoir quoi faire ni par où aller. Alors, qu'attendons-nous de l'humanité? Nous attendons sa fin. Ces messieurs, qui s'appellent faussement des scientifiques, sont effectivement des scientifiques, mais destructifs, pas constructifs. Parce que la science, ils l'utilisent pour détruire tout ce qui est en vie. Je leur demande à ces messieurs les scientifiques, eux qui braient si rudement, quelle formule trouvent-ils pour échapper à ces problèmes qui menacent de détruire l'humanité et la planète? Il n'y a pas de formule, si ce n'est attendre le cataclysme. Ou s'ils ont une formule efficace, peuvent-ils nous la faire connaître? Troisième chapitre. Les extraterrestres. J'ai vu des films, des revues de ces messieurs nord-américains, qui veulent bloquer la lumière du soleil avec un doigt, et ils se trompent. Car, moi, ils ne me bloquent pas la vue, et vont encore moi me faire croire à leur sotte théorie et vieilles imaginations, comme ils sont en train de le faire avec l'humanité, tout comme ils sont en train de le faire avec Hercolubus, qui s'approche très rapidement de la Terre, en la réduisant jusqu'à oser en donner le poids et la mesure. Ils ont fait de même avec les extraterrestres, en les déformant comme des gorilles, comme des animaux, et ceci est un grand mensonge. C'est 100% faux. Les habitants des autres planètes de notre système solaire et de notre galaxie sont des surhommes et des sages. J'ai souvent eu affaire aux extraterrestres. Je suis allé sur Vénus et sur Mars en me déplaçant consciemment avec mon corps astral, et je peux certifier, témoigner, que ce sont des habitants merveilleux. Je ne trouve pas de mots pour décrire la sagesse, la culture et la vie angélique qu'ils mènent. La vie sur Vénus. Les Vénusiens ont des corps parfaits, le front large ou ample, les yeux bleus, le nez droit, les cheveux blonds et une intelligence surprenante. Ils mesurent plus ou moins entre 1,30 m et 1,40 m. Il n'y a pas de plus grand ou de plus petit. Il n'y a pas de bedonnant ou de gens difformes. Ils ont tous des formes angéliques. C'est la perfection chez les hommes et les femmes. Car il s'agit d'une planète avec une humanité ascendante, supérieure. Là-bas, on ne voit pas de monstres comme on en voit ici. Ils utilisent une ceinture large, pleine de boutons rouges, bleus et jaunes tout autour, qui s'allument et s'éteignent comme un phare. Lorsqu'ils se voient en danger, ils appuient sur un bouton principal, qui pourrait être comparé à la boucle que nous avons sur nos ceintures. Rien qu'en appuyant dessus, un cercle de feu se forme, capable de désintégrer une balle et tout ce qui surgit autour. À part ça, ils m'ont fait connaître une arme grande, comme un paquet de cigarettes, manuel, de poche. Rien qu'en appuyant sur un bouton de cet appareil, ils peuvent faire voler en éclats une colline, aussi grande soit-elle, et la faire disparaître. Que ferait un terrien avec une arme comme celle-là? Lorsqu'on pense à leur poser une question, ils nous donnent la réponse sans qu'on ait besoin de bouger les lèvres, quelle que soit la langue. Parce qu'ils parlent toutes les langues à la perfection. Ils ont le don des langues. Lorsqu'on est en train de discuter avec un Vénusien, les autres vont à leur travail, à leur tâche qu'ils ont à faire, sans s'arrêter. Ils ne sont pas, comme nous, qui nous entassons pour regarder et critiquer une personne qui a un défaut physique. Je me suis regardé sur Vénus, en comparant mon physique au leur et j'ai eu honte. On se sent comme un gorille. Cependant, cela n'attire l'attention de personne. Tout le monde passe inaperçu sans aucune surprise. C'est une culture jamais vue. Je vais maintenant décrire comment est la Terre, la nature, leur façon de vivre et comment ils travaillent. La Terre de Vénus n'est pas compacte comme la nôtre, ni lourde, mais une Terre légère, douce. Quant aux pierres, nous imaginons celles de notre planète, mais ce n'est pas comme ça. Il y a des pierres grandes, petites, il y a de tout, mais elles n'ont pas le poids de celles d'ici, elles ne sont pas denses. On peut soulever une pierre qui ici pèse plusieurs livres, là-bas elles ne pèsent que quelques onces, rien du tout, car elles sont légères et d'une matière douce. Les arbres ne sont pas gigantesques, et il n'y a pas
d'épines dans la végétation. Dans les montagnes, il n'y a pas de lianes qui bloquent le passage. On peut aller dans une montagne sans avoir besoin d'emporter une machette ou un couteau, car il n'y a rien à couper. Il n'y a aucun danger nulle part. Les arbres fruitiers sont semés jusque sur les terrasses des maisons, dans des pots, avec de la terre bien engraissée pour qu'ils donnent leurs fruits. Là-bas, personne ne prend un fruit comme ça, parce qu'il en a envie. Ils attendent qu'il soit à point, qu'il soit mûr. Ils les prennent avec un appareil, sans les toucher des mains, et ils sont acheminés par des conduits jusqu'à des réservoirs d'eau très propres qui tourbillonnent, où ils reçoivent un lavage spécial. Après être lavés, ils sortent par un autre conduit vers des machines, où ils sont pulvérisés. De là, ils passent à un autre récipient, où on leur ajoute plus de vitamines, pas des vitamines chimiques, mais naturelles. Ceci est ensuite emballé hermétiquement et constitue un de leurs aliments. Quant à la mer, je crois que les gens vont comparer la nôtre à la leur. Or, il s'avère que la mer est complètement bleue, comme une lagune très calme, qui ne bouge de nulle part, sans vagues, dont on peut voir la profondeur sans avoir besoin d'aucun appareil artificiel. Les poissons sont extrêmement paisibles, ils n'ont pas peur de nous. Les Vénusiens ont des secteurs de la mer où ils alimentent les poissons avec beaucoup de vitamines. Lorsqu'ils ont besoin d'en manger un, ils regardent lequel est le plus grand ou celui qu'ils veulent utiliser. Ils mettent alors un filet à cet endroit, avec précaution, sans maltraiter les autres poissons ni les effrayer, ils les sortent et leur enlèvent les viscères. Ensuite, au moyen de poulies, ils vont à un réservoir d'eau très propre qui tourbillonne et ils reçoivent un unique nettoyage. Tout ceci, sans les toucher des mains. De là, ils passent dans des machines, d'où le poisson sort pulvérisé. On ajoute à ce poisson plus de vitamines naturelles, ce qui constitue un autre de leurs aliments, de même que les produits horticoles. Là-bas, personne ne mange de viande d'aucune sorte. Il existe ce qu'on pourrait appeler des restaurants. Pour que le lecteur puisse mieux comprendre, où ils arrivent et s'assoient à une table. Étant donné que là-bas, tous les habitants lisent dans les pensées, le plat arrive sans qu'on ait besoin de demander la nourriture que l'on désire, sans bouger les lèvres. Ils n'utilisent pas ces remerciements et ces choses que nous faisons ici. Là-bas, on mange, on se lève de table et on n'a pas à demander combien ça coûte, ou combien je dois, ni dire merci beaucoup, car tous remercient d'un signe de tête. Les magasins de vêtements sont exactement pareils. Quand ils veulent se changer, ils vont à un magasin et on leur donne tout de suite les habits et les chaussures. Sur place, ils peuvent appuyer sur un bouton au mur et il se forme une pièce obscure où la personne se change et se douche si elle veut. En appuyant sur un autre bouton, le jet d'eau sort. Elle donne ensuite les habits qu'elle vient d'enlever pour qu'ils reçoivent un nettoyage spécial. Il n'y a pas de distinction pour les vêtements ni pour les chaussures, ils sont uniformes pour tout là-bas, personne n'a de maison. Lorsqu'un couple de Vénusiens a sommeil ou veut se reposer, il appuie sur un bouton d'une maison ou d'un édifice, où il se forme une pièce obscure. Il appuie sur un autre bouton et le lit sort. Ils n'ont pas besoin de dire, ceci est à moi, cela appartient à celui qui en a besoin, sans avoir à demander la permission à personne. Les rues sur Vénus ne sont pas comme les nôtres. Les avenues circulent comme nos escaliers électriques. Il n'y a aucun type d'accident, car tout est en ordre et les véhicules sont des plates formes très belles et très décorées. Ce sont elles qui se déplacent. Lorsqu'elle arrive à destination, la plateforme s'abaisse avec les gens. Et le reste, ce ne sont pas les gens qui descendent, mais la plateforme. Alors, une autre plateforme, déjà prête, monte avec d'autres personnes, pour poursuivre son voyage. Ces rues se déplacent. Grâce à l'énergie solaire, toutes les machineries fonctionnent à l'énergie solaire. Là-bas, ils n'utilisent pas d'huile ou d'essence ni rien qui pollue. C'est pour cela qu'il n'y a pas de pollution. Pour faire les maisons ou les édifices, ils ne montent pas comme nous ici, qui grimpons à plusieurs mètres de hauteur pour travailler. Ils travaillent tous depuis le sol. La première chose qu'ils font, c'est la terrasse de l'édifice. Ensuite, au moyen de rouleaux, ils lèvent cette plateforme et construisent l'étage suivant. Lorsque c'est terminé, de nouveau, ils le lèvent avec les rouleaux, et ainsi de suite, en fonction de la quantité d'étages qu'ils veulent faire, sans courir le risque d'accident. Les Vénusiens
Hommes et femmes, travaillent 2 heures par jour, chacun dans sa profession. Là-bas, il n'y a pas d'argent et personne n'est propriétaire de quoi que ce soit. Tous ont droit à tout, et travaillent pour tous. Il n'y a pas de monsieur tel ou un tel, car il existe l'égalité. La loi est de travailler 2 heures par jour, pour qu'il n'y ait ni faim ni misère. Avec les pouvoirs et les facultés qu'ils ont, ils font travailler la nature, ils font pleuvoir quand ils le veulent, ils font sortir le soleil quand ils le veulent, et le cachent quand ils le veulent. Ce n'est pas, comme nous, qui sommes sous le contrôle de la nature. Les permissions n'existent pas, donnez-moi la permission d'aller sur une autre planète, non. Là-bas chaque Vénusien peut prendre un vaisseau de la gare où il se trouve pour aller où il veut, soit à une autre planète ou à d'autres galaxies, sans consulter personne, il y a une liberté totale. À condition, à son retour, de laisser le vaisseau là où il l'a trouvé, pour qu'un autre puisse s'en servir. Il n'y a aucune frontière, ni aucune paperasse. Je fais savoir que sur Vénus il n'y a pas de famille. Comme sur notre planète, là-bas, il y a seulement des couples. Ils n'ont pas d'église ni de curé pour les marier. Ils s'unissent avec leur âme jumelle ou leur moitié d'orange, comme on dit, qui est le complément de chaque être humain. Il n'y a aucune espèce de religion. La religion c'est le respect mutuel, envers la vie et envers les autres. La fornication n'existe pas comme ici, car les terriens sont pires que des bêtes. Ils utilisent ce que la gnose enseigne, la chasteté scientifique, ou transmutation des énergies. C'est pour cela qu'ils prolongent leur vie à leur guise, car l'énergie, c'est notre vie même. Par contre, sur notre planète, on voit la vieillesse chez les gens à un âge précoce. À cause de la fornication. Quand on leur serre la main, on sent un courant électrique qui nous secoue, comme si on recevait de l'énergie, car ils sont énergétiques. Ils ne sont pas fornicateurs comme ici. Cette énergie, c'est la chasteté scientifique qui la leur donne. Ils s'unissent sexuellement pour créer un enfant sans l'acte fornicateur, avec un spermatozoïde qui s'échappe, c'est suffisant pour donner un corps physique à une âme qui désire venir se préparer. Il n'y a pas de dégénérescence sexuelle comme il y en a ici, où messieurs les curés vont jusqu'à marier des homosexuels. Chez eux l'homosexualité n'existe pas. Ce sont des hommes véritables et des femmes véritables. Toutes ces atrocités sexuelles ne se voient que sur notre planète, car sur les autres, ils savent se reproduire sans tomber dans la fornication. Lorsqu'un enfant naît, il est transféré dans une clinique avec tous les soins nécessaires, où il reçoit une alimentation spéciale, jusqu'à ce qu'il ait l'âge d'étudier. Lorsqu'il a atteint l'âge de commencer à se préparer, il va à une école, qui est un immense atelier où il apprendra tout ce dont il a besoin, par la pratique, pour étudier la vocation que cette âme porte en elle. Les directeurs de cette école lui enseignent à manipuler les machines et ils laissent développer les idées qu'il porte en lui. Lorsque l'enfant a des idées pour fabriquer quelque chose, les professeurs ou maîtres l'aident à les compléter, jusqu'à ce qu'il fasse l'appareil qu'il veut. Ils font ainsi successivement avec toute l'humanité. De sorte que, sur Vénus il n'y a pas d'ignorants, ils sont tous préparés pour l'ascension matérielle et spirituelle. Chapitre 4 La vie sur Mars. La vie sur Mars est exactement la même que celle sur Vénus, il y a de la liberté en tout. Les Martiens peuvent se déplacer dans tous les recoins de la planète sans avoir besoin de paperasse ni de passeport, ni rien de tout cela et sans la permission de personne. Là où ils arrivent, il y a de quoi dormir, manger et des vêtements pour se changer. À n'importe quel endroit sur Mars. Autrement dit, où qu'ils soient, ils trouvent tout ce dont ils ont besoin, car il n'y a pas de frontières, mais une liberté totale. C'est également ainsi sur les autres planètes de notre système solaire. Le Martien a un corps plus gros que le Vénusien, d'apparence plus drastique, parce qu'ils appartiennent au rayon de la force. Sur Mars, tout le monde utilise un uniforme de soldat, son bouclier, le casque et l'armure. Tout cet équipement de guerre est fait d'un matériau ressemblant au bronze. Ils se sont distingués parce qu'ils sont des guerriers à 100%, mais pas des guerriers au sens où nous l'entendons ici. Il n'y a pas de guerre entre eux, et avec les autres planètes non plus. Leur guerre est contre le mal, à combattre le mal, non pas les uns contre les autres. Je fais savoir que sur ces planètes personne ne travaille en utilisant la force brute comme dans notre monde.
Personne ne transpire. Il n'arrive pas à la fatigue, car là-bas ce sont les machines qui travaillent, toutes mouesses par l'énergie solaire. Eux, ce qu'ils font, c'est conduire ou manipuler ces machines, en se relayant. Tout est mu par la sagesse qu'ils possèdent. Les extraterrestres sont si puissants qu'ils naissent, grandissent et meurent à volonté. Lorsqu'ils sont fatigués d'avoir un corps physique depuis de nombreuses années et qu'ils veulent le changer, ils meurent, et le mettent dans une cavité qu'il y a dans les murs, exactement de la même taille que la leur. Ils ferment une petite porte et appuient sur un bouton, et en quelques minutes il est réduit en cendres. S'il n'est pas complètement mort, alors le bouton ne fonctionne pas et il le retire pour qu'il termine de mourir. Là-bas, il n'y a pas de cimetière. Ils jettent les cendres à un arbre ou bien ils les enterrent. Personne ne pleure parce que quelqu'un est mort. La mort est pour eux un changement de vêtement, rien de plus. Dans ces mondes, il n'y a pas d'involution dans les plantes, les animaux, l'humanité ni les planètes. Tout est ascendant. Par contre, ici nous descendons dans tout y compris la planète, car les faits sont en train de le démontrer. Il n'y a pas de fléau tel que la mouche, l'anophèle, les moustiques, qui nuisent à la santé, ni de menaces de reptiles. La loi sur Mars et sur les autres planètes c'est le respect mutuel entre eux, envers les autres, envers la vie et envers tout. Ils respectent le libre arbitre de chaque personne. Ce n'est pas comme ces terriens, qui veulent s'emparer du monde avec des balles et des menaces. Ils se trompent lourdement. Ces messieurs nord-américains avec leurs films et leurs revues. Ainsi donc, je décris un peu Mars, pour faire voir aux nord-américains qu'ils ne savent rien de la vie sur d'autres mondes, parce qu'ils nient la vie sur Mars et sur les autres planètes. Je n'utilise pas de télescope ni de choses artificielles pour me rendre compte de l'univers. Je sais utiliser mes corps internes avec pleine volonté et conscience. La gnose m'a remis les clés. J'ai mis en pratique ce qu'on m'a enseigné et le résultat est celui-ci. Connaître, car celui qui connaît est celui qui a de la connaissance. Celui qui n'a pas de connaissance est celui qui parle de ce qu'il ne connaît pas. Dans la pratique, on ne peut rien comparer à la gnose. Elle surpasse toutes les barrières et les murs qui se présentent. 5e chapitre. Les vaisseaux interplanétaires. Nous allons parler un peu au sujet des vaisseaux interplanétaires, que les scientifiques ignorent ou remettent en cause, faisant douter l'humanité de l'existence de tels vaisseaux. Les vaisseaux interplanétaires fonctionnent tous à l'énergie solaire. Ils sont faits d'un matériau qui n'existe pas ici, qui résiste aux balles et à tout. Ils sont faits d'une seule pièce, non pas de soudure, d'attache ou de rivet, et se conduisent au moyen de boutons. Ils ont 2 tubes horizontaux d'un matériau qui n'existe pas sur cette planète-ci, léger, très semblable à l'aluminium, mais plus brillant et plus résistant. Ces tubes traversent le vaisseau de l'avant vers l'arrière. L'énergie solaire entre par l'avant, et l'énergie brûlée sort par l'arrière. Ce qui forment les traînées de feu que les vaisseaux laissent derrière eux partout où ils passent. Ils ne sont pas tous ronds, il y a un modèle allongé, en forme de cigare, capable de transporter des centaines de personnes. Ils n'ont donc pas tous la même forme ni la même taille. Ce sont les véhicules de transport des autres planètes. Les équipages de ces vaisseaux communiquent entre eux télépathiquement, sans avoir besoin de téléphone, de télévision, ni rien de ce genre. Ils ont tous leurs facultés éveillées. Quant à ces terriens qui brillent si rudement, comme ces messieurs nord-américains et les autres puissances, qui croient être les seuls à savoir, que font ces pauvres ignorants, qui ne connaissent pas véritablement les merveilles qui existent sur d'autres planètes. Les vaisseaux interplanétaires des extraterrestres sont prêts. Ils sont préparés pour partir à la rescousse de toutes ces personnes qui travaillent avec la formule qui est donnée dans ce livre. Ils le savent, on n'a pas besoin de les appeler parce qu'ils nous connaissent de l'intérieur et de l'extérieur. Lorsque le moment arrivera, le sauvetage se fera avec les vaisseaux. Ceux qui y parviendront sont très peu, on les compte sur les doigts de la main, car personne ne veut travailler. Ils emmènent tout au mental et du mental sortent les théories. C'est le propre ego qui les sort, et ici, ce dont nous avons besoin c'est des faits. Commencez une fois pour toutes le travail que nous avons à faire. Je fais ce récit afin que tout le monde sache la vérité. Une fois pour toutes, nous ne sommes pas les seuls habitants de notre système solaire, et de notre galaxie, mais nous sommes les plus bas. Ces pays
qui se croient les grandes puissances, qui savent tout, sont en train de démontrer le contraire par leurs actes. Les atrocités qu'ils sont en train de commettre contre eux-mêmes et contre les autres démontrent la qualité d'humanité que nous sommes. Qu'ils ne viennent pas me raconter ces histoires qu'ils inventent, car moi je sais. C'est pour cela que j'écris ce livre, pour que l'humanité voit comment ces messieurs nord-américains et ces messieurs les scientifiques là maintiennent enveloppés dans un tissu de purs mensonges et de menaces. Ce que je dis, je le maintiendrai toujours, et s'il faut mourir pour soutenir la vérité, je mourrai. 5e chapitre. La mort. Ce chapitre s'intitule ésotériquement, la mort. Car celui qui commence à désintégrer ses défauts, commence à se sortir du cercle où est enfermée toute l'humanité. Alors, quand ils vont l'inviter à commettre un méfait, les autres vont dire: il ne sert à rien celui-là, c'est un mort, car il ne suit pas le chemin du reste de l'humanité. Tout être humain a en lui une étincelle divine, qui s'appelle âme, Buddhata ou essence, enfin. Elle a plusieurs noms. En réalité, c'est une étincelle divine qui nous impulse et nous donne de la force pour entreprendre un travail spirituel, comme celui que je suis en train de vous enseigner. Cette essence, ou âme est prise dans toutes nos méchancetés, défauts ou moi psychologiques, que l'on appelle ésotériquement, ego. Ce sont eux qui ne la laissent pas se manifester librement. Car ce sont eux qui prennent la parole et le contrôle de la personne. Avec le travail de la désintégration des défauts, elle grandit, se fortifie et se manifeste avec plus de clarté, avec plus de force. Elle se transforme en âme. Je vais donner un exemple. L'arbre est debout grâce à ses racines principales, mais elles ne l'alimentent pas. Elles ne font que le soutenir contre les vents et son propre poids pour qu'il ne tombe pas, ne s'effondre pas. Ces toutes petites racines sont celles qui se répandent à la surface de la terre, et absorbent la sève pour l'alimenter. Notre ego, ou celui de l'humanité, est exactement pareil. Les grosses racines qui soutiennent l'arbre symbolisent les défauts capitaux, comme la luxure, la vengeance, la colère, l'orgueil et d'autres encore. Et les petites racines représentent les détails, ces toutes petites manifestations qui appartiennent à tel ou tel défaut. Nous ne croyons pas que ce sont des défauts, mais en fait cela constitue son alimentation. L'ego s'alimente avec tous ces détails infimes, que nous avons en grande quantité. Il faut commencer à nous auto-observer pour voir les milliers et milliers de détails négatifs que nous avons. Ce sont eux qui soutiennent le tronc. Quiconque veut se sauver du désastre qui s'en vient doit faire ainsi. Se mettre à enlever à cet arbre sa source d'alimentation, que sont les toutes petites racines. On doit commencer à désintégrer sérieusement des détails négatifs comme les mauvaises pensées, la haine, l'envie que l'on ressent contre d'autres personnes, l'ambition, prendre des pièces de monnaie et des choses insignifiantes, dire des mensonges, dire des paroles pleines d'orgueil, la convoitise. Enfin, toutes ces choses qui, au fond, sont négatives. Il y a une autre étincelle divine en nous qui s'appelle la Mère divine, dont la mission est de désintégrer les défauts avec une lance qu'elle possède. Aussi infime soit le détail, on doit demander à la Mère divine interne: ma mère, enlève-moi ce défaut et désintègre-le avec ta lance. Elle le fera ainsi, car c'est sa mission, nous aider de cette façon à nous libérer peu à peu. De cette façon, l'arbre ne grandit plus, au contraire, il manque de nourriture et se dessèche. Ce que j'enseigne ici doit être mis en pratique. Il faut aller au fait, où que l'on aille, que l'on soit en train de travailler, ou en train de faire quoi que ce soit, on doit faire attention au mental, au cœur et au sexe. Ce sont les 3 centres par lesquels tout défaut se manifeste. Lorsqu'un élément est en train de se manifester, au travers de n'importe lequel de ces 3 centres, on fait tout de suite la demande à la Mère divine, pour qu'elle procède à sa désintégration. Avec ce travail que je suis en train d'indiquer, de la mort de l'ego, on acquiert la chasteté scientifique. Et on apprend à aimer l'humanité. Celui qui ne travaille pas avec la désintégration des défauts ne pourra jamais arriver à la chasteté, ni ne pourra jamais arriver à sentir de l'amour pour les autres, parce qu'il ne s'aime pas lui-même. La désintégration des défauts et le dédoublement astral sont les uniques formules qu'il y a pour être sauvé. Merci d'avoir suivi cette note vocale et n'oubliez pas de vous abonner, aimer la vidéo et de la partager.